Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de Money Tree. Aujourd'hui, j'ai encore une fois le plaisir de recevoir un invité qui va nous parler d'un sujet assez sympa et sexy aujourd'hui. Donc, on va pas parler d'immobilier, parce qu'on parle souvent d'immobilier sur ce podcast, mais on va parler de vin. Donc, je pense que ça parle à pas mal de monde, tout ça. Et donc, je vais vous laisser en compagnie de Philippe Ménadier. Salut Philippe. Salut Julien. Comment vas-tu aujourd'hui ? Très bien. Le temps est beau, la température remonte, les clients sont là. C'est vrai qu'il fait super beau depuis 2-3 jours. Alors oui, c'est vrai, on est encore à Toulouse. Souvent, on est à Toulouse parce que voilà, je suis toulousain. Donc désolé pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas toulousains, mais on est encore à Toulouse parce qu'il y a de belles choses à faire. Et on est surtout, Philippe nous accueille dans un très bel endroit. On est dans une belle cave voûtée comme j'aime. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'en partage souvent dans mes biens. Des caves voûtées en briques foraines, typiques de Toulouse. Et on est dans un bar à vin. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer Oui. où on est ? Alors ici, on est au 5 Wine Bar. 5 parce que c'est le numéro de la rue. Et Wine Bar pour inviter nos amis français et étrangers à comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est une adresse relativement connue à Toulouse depuis une dizaine d'années. On va fêter les 10 ans cette année d'ailleurs. Donc ça s'appelait le numéro 5 et ça s'appelle désormais le 5 Wine Bar. Voilà. Ok, j'ai toujours hésité, effectivement, le 5, le numéro 5. Le 5, le wine. Ok. Bon, il a ce bar à vin, il a très bonne presse et c'est aussi pour ça que je me suis permis de te contacter, puisque vous avez été élu plusieurs fois meilleur bar à vin du monde. Là, on ne parle pas de Toulouse, on ne parle pas de la France, on ne parle pas de l'Europe, on parle du monde. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui fait justement le succès de ce bar à vin aujourd'hui ? Alors ceux qui nous donnent ces prix d'abord sont des magazines spécialisés dans le vin qui ont une très grande renommée. En gros, il y en a 3. Il y en a un français qui s'appelle Terre de Vin, un londonien qui s'appelle The World of Fine Wine, qui doit être le plus haut de gamme. Voilà. Et il y en a un à New York, Wine Spectator. Okay. Et donc ils font chaque année leur sélection, des bars à vin, des restaurants, des caves à vin, voilà. Et dans la partie bar à vin, effectivement, on a été plusieurs fois numéro 1 européen, puis numéro 1 mondiaux. Leur critère, essentiellement, c'est le nombre de références qu'on propose, d'une part, et ensuite le fait qu'on les propose au verre, ce qui est notre spécificité ici. On a des machines œnomatiques, qui sont comme des distributeurs de vin, qui permettent de goûter des grands crus au centilitre, ce qui fait moins cher que d'acheter une bouteille pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas s'offrir ce type de bouteille. Et ça permet de goûter beaucoup de choses pour suivre un repas ou bien pour se fabriquer une petite dégustation personnelle et se faire une idée. Donc c'est sur ces critères-là qu'on est souvent primé. Voilà. Est-ce qu'on les crache ici les vins ou est-ce qu'on les boit ? Alors toute l'équipe de sommellerie et moi-même, lorsqu'on goûte, comme maintenant un peu avant l'ouverture, on reçoit beaucoup de monde qui vient nous faire goûter des vins, on crache. Et c'est plus raisonnable. Pour des raisons de volume. Voilà, à un moment, ça n'irait plus. Ouais. Plus du tout, puisque un bon sommelier ici goûte 30 vins différents tous les jours. Ah oui. Et en soirée, bien sûr, on fait comme on veut. Il y a des crachoirs disponibles, mais on boit. La plupart des clients souhaitent déguster intégralement le vin. Ils ont bien raison. Ok, très bien. C'est un bon tour d'horizon du bar à vin, en tout cas du 5 ici. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à racheter Oui, tout à fait. Je l'ai racheté il y a presque 4 ans. Et donc, à l'origine, moi, j'ai une formation école de commerce. J'ai fait HEC. J'ai travaillé 2 fois 10 ans dans des grosses boîtes. Une fois, c'était une dizaine d'années Peugeot et une dizaine d'années Kiloutou, des fonctions commerce, marketing, management, jusqu'à être directeur régional de Kiloutou à Toulouse. C'est comme ça que je suis descendu habiter à Toulouse il y a une douzaine d'années. J'y avais des origines, mais j'y avais jamais habité. Je
suis issu d'une famille à la fois tarnaise et de Perpignan, donc c'est pas mal dans le sud. Ouais. Mes parents ont dû se rencontrer à Toulouse d'ailleurs, je pense. Donc voilà, Okay. Ravi d'être à Toulouse, et une reconversion il y a 6 ou 7 ans dans le terroir et la gastronomie, parce que j'aime ça. J'étais déjà un peu dans le vin dans ma famille à Gaillac, qui avait un grand négociant en vin dans les années 80 à peu près. Et voilà, donc j'ai saisi l'opportunité ici parce que j'habite le quartier et je venais d'ailleurs comme client un petit peu. Et j'ai saisi cette opportunité, je voulais être à mon compte d'une part et avoir quelque chose de haut de gamme ou d'assez haut de gamme. Voilà. Et c'était à vendre ou pas du tout? Tout à fait, c'était à vendre parce qu'en fait le fondateur et ancien propriétaire, il est à Mazamet maintenant, il a un restaurant qui devrait pas tarder à avoir des récompenses de type étoile. D'accord. Je pense, vu son niveau. Super. Bah, ce soir, je vais dîner chez Michel Saran d'ailleurs, tu vois. Donc, voilà, ça fait écho. Ce serait un suiveur de Michel Saran, parce que je ne serais pas étonné qu'il ait une étoile. Voilà, bon, super. Mazamet. Ok. Bon, donc il a bien rebondi. Il avait vraiment un vrai projet derrière. Quoi. En fait, c'est l'œnologie d'abord chez lui, et ensuite la gastronomie. Il est devenu chef autodidacte. Moi, je ne suis ni grand chef ni grand sommelier, mais j'aime les deux, et je suis plutôt parti de la gastronomie pour aller plus vers le vin ces derniers temps. Donc là, tu t'es entouré de compétences, du coup. Absolument, on garde l'équipe d'origine, on forme les gens. On a gardé le premier sommelier que j'ai, qui est chef sommelier, il a été formé ici. On a des apprentis, on les conserve. Voilà, donc l'idée, c'est de capitaliser sur des compétences, mais qu'on connaît bien, locales. Et en cuisine, 2 jeunes chefs qui ont roulé leur boss dans tout Toulouse, d'ailleurs chez Saran en particulier. Voilà, donc ils savent faire des petites choses sympathiques, sans que ça soit un grand menu gastronomique, c'est bistronomique et de qualité. Oui, on est là pour le vin avant tout, et on peut se restaurer aussi également, c'est ça? Exactement. Ouais. Bon, si vous venez à Toulouse, en tout cas, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas d'ici, passez aux 5 rues de la Bourse. On est en plein centre-ville. Et pour ceux qui sont d'ici, si vous ne connaissez pas le wine bar, c'est le moment de venir aux 5. Donc ce podcast, comme je te le disais, Philippe, il traite d'investissement et de finances personnelles. Donc on a des gens qui sont très intéressés et qui nous écoutent sur comment investir leur argent, quoi faire de leur épargne. Et il y a un sujet que je voulais vraiment traiter, c'était investir dans le vin, parce que pour que je le précise, toi tu le sais, mais que je le précise aux auditeurs, je n'y connais absolument rien en vin. Donc je suis vraiment un novice, et je pense que je suis la bonne personne là aujourd'hui pour démocratiser ça avec toi, parce que je vais vraiment te poser des questions de noob complet. Donc alors, déjà, comment on peut investir dans le vin aujourd'hui? C'est quoi qui s'offre à nous pour investir dans le vin? Alors c'est un marché qui a considérablement progressé, qui s'est ouvert dans le monde entier. Avec une variété d'acteurs qui est devenue gigantesque, donc c'est foisonnant. C'est sans doute assez difficile de s'y retrouver lorsqu'on n'est pas professionnel ou quand on débute. Alors clairement, pour réussir un investissement dans le vin, c'est pas toujours évident, sans doute parce que pour beaucoup de choses, les places sont déjà bien prises. Si je remonte un peu dans le temps, il y a une vingtaine d'années, il y a eu la grande mode des primeurs, des grands Bordeaux. Ça marche encore un peu, mais les prix sont devenus totalement cinglés et inabordables. Primeur, c'était quoi du coup au Alors, départ, un primeur, le fonctionnement? Le primeur, c'est vous êtes au mois de septembre à Bordeaux, vous récoltez du raisin, vous en faites du vin dans les semaines et les mois qui suivent, et dès le printemps suivant, on vous vend les futures bouteilles qui ne seront mises en bouteille justement qu'un an ou 2 ou 3 après. D'accord. Ça permettait pour des jeunes cadres dynamiques, comme j'étais moi-même il y a 20 ans, d'acheter du vin pas trop cher et de taper dans les grands crus. Typiquement, acheter les vins des années de naissance de vos enfants, par exemple, ou de vos petits-enfants. Pour vous donner une idée de tarif, on achetait la Lafite Rothschild ou des vins comme ça à 80 € hors taxe en primeur en l'an 2000 ou en 2002 ou 2003. Aujourd'hui, la même bouteille en primeur, on l'achète 600, 700 €, quoi. Ok. Donc c'est vraiment pour des gens qui ont les reins solides, d'une part, et d'autre part, le multiple de retour sur investissement ne va pas être tout à fait le même. Ouais. Voilà. Donc il y a tout ce côté très grand cru, à part si on veut vraiment se faire plaisir en ayant un horizon lointain, en se disant dans 20 ans j'en ai acheté 2, j'en revends une et je bois l'autre en famille pour les 20 ans du petit. C'est difficile de réussir sur ce créneau-là, à mon avis. Ok. Les autres choix, du coup, qui s'offrent à nous? Alors, les autres choix, je pense que pour investir dans le vin, il faut aimer le vin, il faut aimer la bouteille qu'on goûte, croire aux vignerons. Évidemment, si c'est pour garder et investir, il faut avoir un espoir que la personne continue à être vigneronne ou que la
la suite soit assurée si c'est une personne d'un certain âge. Et ensuite, c'est de la recherche. C'est comme une aiguille dans une botte de foin. Il faut chercher jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de très bon et qui a un potentiel de garde. Donc là, le jour où vous le goûtez, il vaut mieux le goûter avec des gens qui sont un peu sommeliers ou très grands amateurs pour se faire une idée d'un vin jeune qui pourrait évoluer positivement pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc ça, c'est possible, ça dit d'arriver à identifier avant sa maturité vraiment. Tout à fait. Okay. Vous y allez à plusieurs avec des amis, vous goûtez des gens qui s'y connaissent un petit peu. Un vin jeune, vous pouvez identifier qu'il a le potentiel de garde long. Et ensuite, il faut investir en ayant à l'idée qu'il faut avoir des prix, évidemment, mais ça c'est votre métier à vous, les plus bas possibles à l'entrée, tout en ayant un domaine qui se tient, quoi. Donc il y a tout un marché, à mon avis, de milieu de gamme, de bouteilles de vin pas affreusement chères comme celles que j'évoquais tout à l'heure, et en même temps déjà des bouteilles de gens un peu connus dans le milieu, qui permettent sans doute de faire quelques bonnes affaires. À titre d'exemple, il y a des domaines qui sont quelque part entre 30 et 40 euros la bouteille à ce jour, en vente au prix client, qui sont des bouteilles qu'on ne trouve pas chez un petit caviste de base de chaîne et qu'on ne trouve pas au supermarché. En revanche, on arrive à le trouver chez des bons restaurants et quelques bars comme nous ou d'autres. Donc ça peut être déjà une première approche avec des bons viticulteurs. Et eux, ils vendent en direct aussi ? Ils peuvent vendre en direct, certains d'entre eux. Alors évidemment, il y a le cas de celui qui a réussi, entre guillemets, de vigneron et qui est très demandé. Lui, on a du mal à rentrer, il faut toucher une allocation. D'accord. Et ça, c'est plutôt réservé aux grands restaurants. Nous, on arrive à en avoir aussi. Voilà. Et donc, vous avez, ça c'est milieu de gamme, milieu haut de gamme. Et en dessous, un peu plus bas, il faut vraiment chercher des pépites. Et alors là, il y a un renouveau ces dernières années des vins d'assemblage, des vins de garage, des vins de collaboration. C'est-à-dire, vous prenez du jus de raisin d'un endroit et de 2 endroits différents, et c'est le travail de l'œnologue de faire du vin. Et ça, c'est assez tendance en ce moment. Il y a des choses extrêmement bonnes. Quelque part, on revient à quelque chose qui existait il y a 30 ou 40 ans, c'était que vous alliez dans certains vignobles, ce qui se vendait comme bouteille, c'était pas vendu par les vignerons, c'était vendu par la coopérative, bien sûr, et puis par des grands négociants. Et donc ça a disparu au profit des vignerons depuis 30 ou 40 ans. Et là, c'est peut-être un peu en train de revenir le côté vin de... Oui, on dit vin de collaboration. C'est-à-dire, vous avez 2 jeunes, éventuellement vignerons eux-mêmes, mais qui partagent leur jus de raisin et qui font des choses excellentes. D'accord. Et sans doute pas encore trop connus et avec des prix pas affreusement élevés. Donc on en trouve, nous on en a pas mal en ce moment. On a un truc qui s'appelle 78, le nombre, parce que c'est fait avec du jus de raisin de 66 et du 12, donc des Pyrénées-Orientales et de l'Aveyron. D'accord, ok. Les 2 jeunes se connaissent et ils ont mélangé ça, mais avec raffinement, et donc c'est très très bon. Et eux, ils trouvent leur intérêt aussi, du coup, à faire ça, économiquement parlant ? Oui, ouais. Ils vendent pas, c'est pas des vins très bas de gamme, hein, c'est des vins déjà un petit peu de bon niveau de prix, une vingtaine d'euros, une trentaine d'euros la bouteille, ouais. Entre 15 et 30. Oui, parce que c'est quoi justement les gammes de prix des bouteilles qui pourraient être considérées comme des bons investissements dans le vin, par exemple ? Il faut, à mon avis, si vous achetez des vins au-dessus de 100 euros, il faut pas, à part si vous arrivez à mettre la main sur un très très grand cru et dans une excellente année, à mon avis, il ne faut pas chercher des vins affreusement chers à l'unité. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez un Pétrus pour dire que vous en avez goûté un ou que vous voulez l'offrir aux 20 ans de vos enfants, oui, mais pour des investisseurs, non, ce serait plus raisonnable et sans doute payant en multiples de commencer avec des vins dans des gammes moyennes. Okay. 15 à 50 et un petit peu entre 50 et 100 pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir. Et où on peut mettre un peu de quantité en face, quoi, finalement. Voilà, après ça dépend exactement de vos quantités. Le problème aussi, c'est pour un investisseur, c'est le saupoudrage ou au contraire d'être focus sur certaines bouteilles. Si vous pouvez mettre 48 bouteilles d'un vin dont on est à peu près sûr qu'il va être bon, c'est bien. Tout le monde ne peut pas, et comme vous voulez sans doute diversifier un peu, il faut faire attention de ne pas faire 2 bouteilles de 24 types différents de vignobles. Ce serait un peu difficile à suivre d'abord. Et puis, ce serait dommage s'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas bons. Voilà.
Ok. Donc si je comprends bien, tu suggères plus effectivement de te concentrer sur des choses qui sont plus accessibles plutôt que d'aller sur les trucs un peu connus dont on entend parler, la vente aux enchères de telle bouteille, etc. à tel prix. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est anecdotique finalement dans le monde du vin. Hein. Oui, ou réservé aux professionnels ou à des gens qui font ça sans arrêt, ce qui fait que sur la quantité tu parles des enchères, les enchères c'est un peu ça, c'est en faire une, oui, vous aurez un prix peut-être intéressant, sans d'ailleurs avoir de certitude sur la façon dont le vin a été conservé avant qu'il soit vendu aux enchères. Mais donc vous aurez, au bout d'un moment, c'est un peu risqué de faire par les ventes aux enchères. Donc il vaut mieux. Enfin, moi, j'en fais rarement. J'en fais un tout petit peu, mais c'est rare. Ok. Et c'est quoi, du coup, les contraintes de conservation justement d'un vin dans lequel qu'on veut conserver, mais alors qu'on veut conserver évidemment pour le boire plus tard à maturité, mais aussi qu'on veut conserver éventuellement pour le revendre. Alors oui, bon, il y a maintenant beaucoup de choses qui se font sans doute pour éviter les mauvaises surprises. Mais le mieux, c'est quand ça reste la cave, un peu comme la cave toulousaine, mais pas fréquentée comme ici, c'est-à-dire fermée, celle où nous on met nos vins. Stabilité des températures et de l'hygrométrie. C'est quoi des bonnes températures Il ne faudrait pas que ça monte au-dessus de 16-17 en plein été, vous voyez. Ouais, c'est pas facile d'ailleurs à trouver. Ouais. Et avec un taux d'humidité il faut qu'il soit à 60. Ok. Nous, on a une cave qui est bien enterrée, assez profonde. La température monte pas. Elle doit être à 17-18 au pire l'été. Cet été, quoi. Et l'hygrométrie, elle a dû monter une fois de temps en temps un peu haut, quoi. Donc, faut faire attention aux étiquettes. Mais là, c'est une régulation naturelle. Si vous l'avez, c'est formidable. Ouais. C'est ça, à mon sens, c'est le mieux. Ensuite, vous avez des systèmes. C'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment des frigos de conservation de toutes les tailles. Mais ça rajoute un coût assez élevé à l'investissement. Si vous comptez ça dans votre investissement, ça diminue d'autant le retour. Ouais, ok. Bon, si je comprends bien, ça reste quand même finalement un domaine d'investissement pour passionnés. Oui, à mon sens, quelqu'un qui viendrait comme ça par hasard, difficile de réaliser quelque chose de bien. J'ai entendu parler d'investissement dans des domaines, tu vois, vraiment dans des vignobles. J'achète une partie finalement un peu du business de la personne qui produit le vin. Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est quoi les possibilités? Alors, j'ai vu passer aussi beaucoup de choses avec des gens qui proposent d'acheter un pied à chaque fois de vigne. Oui, c'est vrai que ça peut se matérialiser comme ça. Et c'est matériel. Ça, c'est pas mal à la limite. On le voit même pour d'autres choses comme la truffe, par exemple. Vous achetez un chêne truffier et sa future production. Alors, on voit bien que c'est un peu risqué. Il n'y a pas d'année sans qu'il y ait la grêle ou le froid, etc. Et puis les sécheresses maintenant. Donc, c'est assez risqué. Ce qui est sympathique, c'est si vous avez le contact direct avec le vigneron et que c'est pas une plateforme trop éloignée du terrain, quoi. Parce que sinon, je pense que c'est pas mon idéal à moi, quoi. Voilà, je vais le dire comme ça. Ok. Après, les autres types d'investissements, si c'est direct parce que vous connaissez ou vous êtes amené à rencontrer un vigneron et qu'il cherche des investisseurs, ça me paraît pas mal. Mais il faut vous misez sur quelqu'un et voilà, il y a la prise de risque. Il faut qu'il soit jeune mais déjà expérimenté. Il faut que quand vous revenez dans 20 ans, il soit encore sur ce métier en pleine forme et que entre-temps, il ait vendu pas mal de bouteilles et bien apprécié. Donc voilà, c'est une belle histoire là par contre. Moi, il faut y passer un peu de temps avant de pouvoir faire l'investissement. C'est peut-être aussi ça une des difficultés pour les gens qui investissent vraiment dans pas mal de choses. C'est qu'ils n'y arriveront peut-être pas à passer tout le temps qu'il faudrait toute leur journée à ça, sauf si c'est la passion qui les prend. Oui, et puis là, j'ai l'impression qu'on est quand même plus proche du private equity, où on va vraiment prendre une participation dans une société. Oui, alors ça reste des sociétés assez simples, heureusement. Donc, en termes de formalisme et de complexité, ça irait. Mais le pari en termes de risque, il est un peu comme le private equity. Oui. Ouais, ok. Est-ce que tu, avec le recul que tu as dans le monde du vin, est-ce que tu as vu des changements au niveau justement marketing, communication, dans les différents domaines qui ont fait qu'un vin qui n'est pas foncièrement bon en fait, pour les connaisseurs le devient grâce à son marketing? Eh bien oui, c'est un peu tout le temps ça. Et notre jeu à nous, dans un bar à vin de bonne tenue, comme ici, on essaye en tout cas. Meilleur du monde, plusieurs fois d'affilée, c'est quand même bonne tenue. Merci. Mais on essaye d'éviter cet écueil-là. Je vais vous donner un exemple. Je suis allé il y a 2 jours à Paris pour le salon des vins Wine Paris.
Et c'est gigantesque. Et il y a tout. Donc vous avez depuis le vin de supermarché qui est un assemblage sans trop savoir ce qu'il y a dedans, jusqu'aux très grands crus qui sont encore un peu présents, et des tas de nouveaux investisseurs et nouveaux partenaires du métier. Il y a vraiment de tout, donc c'est difficile de s'y retrouver. C'est extrêmement difficile. Donc voilà. Donc nous, on cherche des vins de bonne tenue. Et après, il y a une tendance que je vois un petit peu en ce moment, c'est les vins, évidemment, vous en avez entendu parler, c'est les vins nature, ou les vins de garage, on dit aussi. Nature, c'est quoi leurs caractéristiques ? C'est qu'on n'a mis aucun produit chimique dedans, ou quasiment aucun, entre le jus de fruits et le vin dans la bouteille. Donc ça, maintenant, à une époque, on disait personne n'en voulait, mais en fait, maintenant, ça c'est assez bien rentré dans les mœurs. Pourquoi personne n'en voulait ? Il y a une différence de goût, de texture ? Oui. Comme le vin bio, d'ailleurs, au début du vin bio, c'était des tout petits vins qui n'avaient pas beaucoup de droiture, hein, qui étaient déviants, on dit, dans le métier, qui avaient plein de petits défauts et qui apparaissaient assez vite. Là, ça s'est beaucoup amélioré. Nous, on n'en fait pas spécialement la publicité, et les vignerons, pas toujours non plus, d'ailleurs. On doit avoir 35 ou 40% de la gamme qui est en fait bio. D'accord. Ah ouais. C'est juste qu'il y en a qui ne mettent pas l'écusson bio. Okay. Donc ça, la tendance est assez lourde à mon sens, et on voit que les gens, ils y vont de plus en plus. Les vignerons sont un peu obligés d'y aller. Mais comme ils font de la qualité, c'est pas du marketing qui aurait fait réussir un mauvais vin. Alors pour les vins de nature, là vous avez quand même encore pas mal de vins qui peuvent être déviants, et surtout pour un investisseur, ils sont pas faits pour la garde. Oui. Un vin nature, c'est un vin qu'il faudrait... Je vois pas de cas de vin de très très longue garde en vin nature. Donc c'est très bon parfois, mais il faut le boire dans ces 2 ou 3 premières années, quoi. D'accord. Est-ce que tu as des domaines à nous partager, justement, qui seraient alors ça peut être des domaines déjà très connus ou peu connus, mais qui seraient, on va dire, des bons vins à terme. Alors pas forcément d'ailleurs dans le but d'investir, hein, parce que c'est, on l'a dit, un investissement passion et plaisir. Mais est-ce que tu as quelques tips qui pourraient nous aider à choisir ? Oui, Moi, par exemple, si je veux offrir une bouteille à quelqu'un qui s'y connaît, tu vois, j'aurais bien du mal, quoi. Oui, on a vu tout à l'heure une personne qui est passée me donner sa liste de prix. C'est un monsieur de Gaillac, donc un vignoble qui est pas mal maintenant du tout, qui est même bon. C'est monsieur Guérard, donc un petit domaine familial, coincé entre 2 ou 3 gros vignerons de Gaillac qui, eux, par contre, ont réussi en termes à la fois d'image et de quantité de vin aussi par le passé. Mais lui, il fait des choses assez exceptionnelles. Il a fait le choix de faire des vins de cépage, c'est-à-dire un seul cépage dans la bouteille. Il ne fait pas d'assemblage. Et ça donne des cuvées dans à peu près toutes qui sont pas très chères et très très bonnes. Et son marketing à lui, c'est plutôt terroir et œnotourisme. Il reste chez lui à Gaillac, sauf une fois de temps en temps à Toulouse. Il fait des soirées à thème avec quelques planches de petites choses à manger. Il fait goûter ses vins, mais c'est à Gaillac, dans la campagne autour de Gaillac. Ouais, d'accord. Voilà, mais donc Guérard, pas mal. Moi, je suis assez proche des Pyrénées-Orientales, du Roussillon. Dans le Roussillon, vous avez des grands noms qui ont des prix qui sont devenus affreusement élevés. On parle souvent ici du domaine du Clos des Fées, par exemple, qui a une cuvée qui s'appelle la Petite Sibérie, qui est à plusieurs centaines d'euros. Donc ça devient compliqué d'en acheter d'abord pour le boire, et puis ça devient un investissement onéreux. Et ça, quels que soient les millésimes, du coup, le prix, une fois sur cette cuvée-là, oui, ça reste... Une fois que la cuvée est pricée, ça reste... Ouais. Dans le Languedoc, par exemple, il y a le cas très connu de la Grange des Pères. La Grange des Pères, c'est devenu un prix de Grand Bordeaux. On n'en trouve quasiment plus. Il faut être sur les rangs pendant 10 ans, même pour des professionnels, pour en avoir en sortie de chez le vigneron. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, ce Grange des Pères, ils font moins de business marketing pour se faire connaître. Ils ont moins besoin, mais ça veut dire aussi qu'un jour ou l'autre, il faut qu'ils passent à autre chose, ou qu'ils vont changer. Je ne sais pas quel âge ils ont d'ailleurs. Peut-être qu'ils vont changer de vie totalement. Puis j'imagine que la qualité de la même cuvée d'un millésime à l'autre et d'une année à l'autre, c'est pas quand même la même chose, quoi. Donc, Oui, mais ils arrivent à avoir des choses très très bonnes. Hein. On ne peut pas leur enlever ça. Voilà. La question, c'est est-ce que ce sera encore vrai pendant 10 ans encore ? Ça fait déjà un moment que c'est de très haute tenue. Donc il faut viser d'autres vignobles que ça. Donc dans le Pyrénées-Orientales, en Roussillon, vous avez Benastra, vous avez Monsieur Troulier, vous avez des gens, vous avez le Mas de la Lune, des gens peu connus mais qui font des choses
très très bien et qui peuvent tenir. Et dans le clivage bordelais, Bourgogne, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Est-ce que Bordeaux a toujours tire un peu le tract le marché ou... Alors, quand on écoute le monde des affaires et les professionnels du vin, Bordeaux, c'est catastrophique. Ah, ok. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez les grandes maisons dont le nom suffit et ils font des très grands vins. Bravo à vous si vous pouvez investir dans quelques bouteilles. On parle de quoi là du coup, on parle des Yquem, des Cheval Blanc, tous les grands crus classés de 1855. Là, ça va pour eux, évidemment. On sent qu'il y a une concentration en termes capitalistiques, puisqu'ils sont rachetés par tel et tel milliardaire. Ça se consolide. C'est du solide pour le coup. Et donc, Puis ils font leur business principalement à l'international, non ? Il y a un côté très international. Ouais. On en trouve dans les très grands restaurants à l'unité. Ouais. Il y a un système de vente qui est assez ficelé, avec un représentant unique ou quasi unique. Donc voilà, c'est assez balisé. On se rapproche plus, j'ai l'impression, du monde du luxe ou de l'art même c'est ça. C'est un peu ce style-là. Et par contre, le reste du vignoble bordelais est un peu boudé par les clients, semble-t-il, au niveau mondial presque. Alors, il reste l'export qui est mieux que la France. On dirait qu'en France, le Bordeaux a un peu mauvaise presse, depuis quelques années déjà. Et en réalité, nous, ce qu'on voit professionnellement, là, c'est que le contraire est en train de se produire. C'est qu'enfin, les vignerons de Bordeaux se bougent pour que ça change. Parce que le petit vigneron, il pense faire des bonnes choses et il veut vendre ses vins. Et en fait, depuis 3 ans, 4 ans, maintenant, ça y est, ça redémarre. Mais là, on revient à un type de relation qui fait qu'il faut chercher le petit producteur, presque. Comme si c'était un vignoble peu connu. D'accord. Comme si on était dans des nouvelles appellations, alors que, évidemment, non. Mais donc, on peut trouver maintenant, et il ne faut pas hésiter, parce qu'ils font des grands vins bio, ils font des vins qui peuvent se garder longtemps. Donc voilà, le problème, c'est que ça, dans le grand public, on en est encore à uniquement les grands crus. Le reste est en crise parce qu'on aime moins le Bordeaux à boire tous les jours. On boit du Languedoc-Roussillon, du Côte-du-Rhône. Pourquoi ? Parce que c'est plus léger, ça se boit plus facilement. Je sais pas, il y a l'image, je pense, qui joue énormément. On se dit que ça va être cher. Et puis en termes de goût, les gens ont sans doute un goût maintenant pour des vins qui sont typiques du Sud, peut-être. Et des cépages, en tout cas, oui, qui sont par chez nous, peut-être. Voilà. Et la Bourgogne, alors ? Alors la Bourgogne, c'est très très bien. Malheureusement, pour avoir un vin qui ait de l'ampleur, de la longueur en bouche, qui soit vraiment au niveau, ça coûtera tout de suite un peu plus cher. En revanche, eux, en termes commerciaux, ils ont moins souffert que les petits de Bordeaux. Ok. Voilà. Et par contre, les prix sont encore plus inabordables pour les très grands crus que Bordeaux. Ah oui, d'accord. Oui, c'est beaucoup plus cher. Je savais pas du tout. Ouais, ok. C'est en moyenne beaucoup. Enfin, si on prend les deux plus chers des deux côtés, c'est Pétrus en Bordeaux et Romanée Conti en Bourgogne, et c'est pas loin en termes de prix, mais c'est quand même la Romanée Conti qui est plus chère. Et les 4-5 vins en dessous de chaque côté, ça doit être vrai que les Bourgognes sont les plus chers. Ah oui, d'accord. Donc sur le très haut de gamme. Très haut de gamme, ça, c'est Bourgogne qui tire son épingle du jeu sur les prix. Ok, je savais pas du tout, tu vois. Donc je pense que peut-être que je suis le seul, je sais pas, des gens qui nous écoutent. Vos auditeurs vous diront, mais voilà. Moi j'ai beaucoup de mal à acheter des très grands crus de Bourgogne, alors que des très grands crus de Bordeaux, j'arrive à en toucher quelques-uns. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Et alors entre un vin blanc et un vin rouge, en termes de conservation, de prix sur le marché. Alors les prix sont montés pareil, quasiment pareil en blanc. On a certains domaines qui font des très bonnes choses, qui sont plus chers en blanc qu'en rouge. Leurs cuvées blancs sont plus chères que les cuvées en rouge. Clairement, c'est aussi bon. Clairement, ça se garde autant si on a des bons vins, des grands vins. Parce que tu vois, moi je croyais certainement à tort que le vin blanc pouvait se garder moins facilement que le rouge, et moyenne, toujours moins sexy pour un amateur de vin qu'un vin rouge. Alors, qui se conserve un peu moins en moyenne, c'est sans doute vrai. Il n'a pas les tanins qui permettent de le garder longtemps, mais quand on touche à des vins de très bonne qualité, ça se conserve beaucoup maintenant. Okay. Et par ailleurs, alors le prix a donc monté, comme je disais, et en termes de goût des gens et de nombre d'occasions pour boire du vin blanc, ça augmente. En fait, on boit de plus en plus de vin blanc. Bah, très clairement, moi je bois pas du tout de vin rouge, mais tu vois, j'aime pas ça, c'est vraiment j'aime pas ça. Et par contre, du vin blanc, je peux en boire tous les jours. Voilà. Et nous, en termes de proposition d'accords mets vins, quand on arrive au fromage, on ne met plus jamais de vin rouge. Intéressant. Ce qui est quand même l'inverse de tout ce qu'on a appris jeunes français. Très clairement. Voilà. Moi, le premier. Et en réalité, alors évidemment, si un client veut du vin rouge, il prend du vin rouge, mais notre proposition, elle est en vin blanc.
Ouais. Et avec une tendance, vous savez, peut-être des vins blancs orange, le vin orange. Un peu ce qu'on appelait, Oui. un peu comme le vin jaune en Jura, quoi. Ouais. Des vins qui D'accord. sont volontairement oxydés, un peu vieillis, comme si on les avait laissés vieillir volontairement trop. Et qu'est-ce qu'on leur retrouve du coup en termes Ça a une certaine puissance et une force en bouche, une amertume pour certains, mais que moi j'aime beaucoup. C'est juste qu'il faut trouver le bon accord. Ah, ok. Là, faut pas prendre un camembert avec, quoi. Mmh. Ce serait des pâtes, ce serait des vins, des fromages des Alpes. Ça irait très bien avec des vieux comtés, par exemple. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, ça montre une transformation des habitudes de consommation aussi Oui. autour du vin. On entend, hein, d'ailleurs, même ces derniers jours, on a entendu un petit truc dans les médias qui dit les Français boivent de moins en moins de vin, il y a 3 jours. Oui, en moyenne, c'est vrai. Nous, ça nous gêne pas, c'est la qualité qu'on veut, de toute façon. Donc, tant qu'on boit de la qualité, on en boit forcément moins, c'est bien. C'est vrai qu'on a quand même tous l'image du cubi voilà. À l'ancienne. Béret, baguette et cubi, quoi. Faisons-le un peu, mais pas trop. Et pareil avec les vins rosé piscine et autres qui ont eu... alors, ça dépend des étés, on dirait une chanson, la chanson de l'été. Elle marche super bien un été, après elle disparaît. Bon, là, c'est un peu ça. Tu sais que j'ai pas osé t'en parler tout à l'heure quand je parlais de marketing et tout ça, mais le rosé piscine, effectivement, ça c'est un vin typiquement marketing, quoi. Ah oui. Ça a été marketé. Il y a quand même pas mal de vins qui ont ouais. commencé comme ça. C'est pour ça, c'est pas ceux-là sur lesquels il faudrait se concentrer pour les gens sérieux qui vous écoutent. Et c'est vrai que le rosé, on en a pas parlé d'ailleurs. Le rosé. C'est quoi alors sa place dans le monde du vin? Alors il y a une offensive marketing, mais B2B, des professionnels vers les professionnels sur le rosé, pour essayer de faire réaccepter le rosé plus facilement. Alors ça fait quelques années, mais là ça a accéléré encore au salon Wine Paris. Il y avait des opérations fantastiques sur des rosés pour montrer que c'était du vrai vin. Alors clairement, nous ici, on en a peu. Vous voyez, pour vous donner une idée, on a 1300 références de vin en tout à ce jour. C'est quand même monstrueux. Quand on voit la taille de la salle, c'est monstrueux. C'est pas facile à gérer. Le tableau Excel est assez gros. Ouais. mais en réalité, on a 25 rosés seulement. Ouais. C'est 2%. Et toujours plus de rouge que de blanc quand même. Oui, même si... Alors, ça dépend, c'est très variable selon les époques. Comme je disais tout à l'heure, on propose du blanc pas mal. Mais maintenant, j'ai mon équipe de sommeliers qui disent non, mais il faut rééquilibrer, reprendre plus de rouge. Donc voilà. Ça, c'est à quelques milliers près de bouteilles, ça va. Mais le rosé est vraiment, c'est vraiment un vin d'été au bord de la piscine, quoi. Sauf que on trouve, nous, les 25 qu'on a, ce sont des rosés de gastronomie. C'est comme ça qu'ils sont nommés dans le métier, quoi. Donc c'est vraiment pour trouver un truc typique au goût qui permet de le mettre avec certains plats. Comme quoi, par exemple, un rosé? Vous avez des rosés avec des poissons. Parce qu'ils sont clairement entre deux, entre un rouge et un blanc, tout en étant léger, mais avec de l'alcool. Vous faites des poissons un peu gras en sauce. Certains proposent ça. Voilà. Nous, on le fait un peu. C'est pas notre cheval de bataille, mais on peut proposer ça. Donc en fait, on croit au rosé du moment qu'il est bon et de qualité et gastronomique. La seule chose, c'est que c'est assez rare, c'est tout. Donc il faut chercher. En termes d'investissement, c'est pas évident de miser sur du rosé. Moi, j'ai un Gigondas rosé que je pense pouvoir tenir quelques années. Donc un Côte-du-Rhône Sud rosé, qui est très bien. Mais voilà, pour trouver, c'est quand même moins fréquent que les autres vins. Ouais, très clairement. Alors justement, est-ce que tu peux nous donner quelques accords mévins qui seraient intéressants à tester pour ceux qui connaissent pas forcément justement cet univers? Alors comme je disais tout à l'heure, déjà, il faut penser qu'au moment du fromage, vous mettez que du vin blanc. Alors évidemment, moi, j'ai un faible... je parlais des vins faits en collaboration. Là, il y a les vins de messieurs Gagnepin et Risoul, qui sont plutôt basés vers Avignon, quoi, le Rhône Sud, mais qui font des mélanges tout autour de là, des Cévennes, du Languedoc, du Côte-du-Rhône, et Provence et Corse même, ils font. Et ils ont un vin blanc ou deux, là. Vous prenez ça avec le plus vieux comté possible que vous trouvez. C'est à tomber par terre. C'est merveilleux. On a fait il y a quelques temps, mais ça c'est parce qu'on essaie de faire façon grande cuisine, on a fait un menu bistronomique et le dessert qui était un peu sur le chocolat avec un peu de fruits. C'était il y a 6 mois où on a fait exprès de le mettre avec un très vieux Bordeaux. Donc parce que ce vieux Bordeaux, donc il avait 30 ans et c'était un grand cru. Il avait des notes de cuir, de truffe évidemment, de sous-bois qui passaient avec le chocolat. Du coup, ça reste fort. Oui, l'ensemble était assez fort. Le chocolat. L'ensemble était fort. Mais
plutôt que de mettre un vin sucré comme on met souvent avec le chocolat, un Banyuls ou que sais-je, ce qui passe bien. D'ailleurs, j'ai goûté encore il y a 3 jours un ambré de Roussillon avec du chocolat, ça passe, c'est divin. Mais là, c'était original, on a testé ça, on était assez fiers de nous. Voilà. Et ensuite, dans les autres accords mets vins, pour les clients, il faut surtout regarder les grands cépages. Si vous prenez un pinot noir de Bourgogne ou les assemblages de cépages de Bordeaux, voilà, vous avez les grands classiques qui fonctionnent très bien. Pigeon, là, on avait fait il y a quelque temps un pigeon avec un bon Bourgogne. Ça reste solide, quoi, comme accord mets vins. Mais là, pour l'instant, on est toujours. Donc, tu parlais effectivement de ici, on peut manger du fromage avec du vin blanc. Donc, ça, c'est un peu disruptif par rapport effectivement à ce qui se faisait. Mais ça vient. Mais est-ce qu'on est toujours quand même sur le classique poisson égale vin blanc et viande égale vin rouge? En moyenne, oui. Dès que vous mettez que votre viande est particulière ou que vous la traitez de façon particulière avec une sauce ou autre, vous pouvez commencer à faire autrement. Mais sinon, oui, en moyenne, on va dire, si je raisonne en moyenne et statistiquement, on mettra quand même un peu plus de vin rouge avec les viandes. Alors moi, il y a un truc, tu vois, je saute du coq à l'âne un peu, mais il y a un truc qui me vient à l'esprit, le bouchon en liège. J'ai l'impression que ça disparaît de plus en plus. Alors, quelles sont les conséquences là-dessus et quelles sont les raisons? Alors bon, effectivement, ça a tendance à diminuer lentement en France, rapidement à l'étranger par contre. C'est clairement du plastique ailleurs, plus facilement qu'en France. Évidemment, c'est censé enlever le goût de bouchon, puisque vous n'en aurez plus de bouchonner votre bouteille. Donc c'est déjà c'est un intérêt certain. Hein. Nous, on a rarement des bouteilles bouchonnées, mais voilà, ça arrive. Hein. Donc là, tu les jettes, quoi. Ah oui, on les retourne, on a la chance de les retourner à l'expéditeur. Mais donc c'est embêtant pour l'investisseur, s'il a peu de bouteilles. Donc c'est un sujet, ça permet d'éviter cet écueil. Voilà. Mais en revanche, on trouve aussi, alors c'est les étrangers qui font ça, les anglo-saxons, dans les pays éloignés, ils mettent les bouchons à vis maintenant. Et même des bouchons sans liège, ça, oui, quand on prend des vins australiens, sud-africains ou américains, on en a de plus en plus, oui. Il n'y a pas d'impact pour moi, sur la conservation? Alors si vous avez un très vieux vin qui va durer, que vous voulez garder 30 ans, ça peut avoir un impact. Mais en même temps, si vous êtes un investisseur avisé, vous changez votre bouchon en cours de vie d'une bouteille normalement. Ah d'accord. Parce qu'il finirait par s'abîmer vraiment. Là, c'est pour des très longues gardes. Mais sinon, au contraire, il deviendrait... Donc ça veut dire qu'on ouvre vraiment le vin. C'est censé être fait. Alors on ne doit pas être nombreux à le faire, mais on est censé faire attention à ça. Parce que de même que l'étiquette, évidemment, doit être préservée. Bien sûr. Pour prouver le vin. Donc, mais on peut changer le bouchon quand même. Ouais. Et donc on met du film plastique autour de la bouteille pour les étiquettes. Parce qu'au bout de 20 ans, on les lit plus. Ouais, c'est clair. Mais donc voilà, donc pour le bouchon, c'est une évolution. Moi, j'ai aucun problème aujourd'hui à me dire ce vin est très bon et pourtant j'ai dévissé un bouchon en métal ou ouvert un bouchon. Oui. Intéressant parce que moi j'aurais cru le contraire, comme ça je trouvais que on a des très bons, des très grands vins de l'Ouest américain, l'Oregon en ce moment par exemple, qui sont comme ça, où beaucoup de vins et d'ailleurs je conseille comme le territoire à explorer, c'est un peu le nord de l'Europe, c'est magnifique. Ah ouais. Ils ont des très bons vins, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Bugey et la Savoie en France. On monte même un petit peu plus au Danemark là ces temps-ci. Ah ouais. Oui. Mais donc, pour ce qui est de l'Allemagne et l'Autriche, c'est délicieux. C'est des cépages qu'on connaît un peu parce que souvent en blanc, ils ont du Riesling ou en rouge, ils ont du Pinot Noir. Donc, on les connaît en France aussi, en Alsace et en Bourgogne. Ou ailleurs d'ailleurs, mais enfin essentiellement là. Et c'est très bien, quoi. C'est bon et c'est pas grave qu'ils aient ce bouchon-là. Hein. Vous prenez un plaisir dingue, les vins sont délicieux. C'est intéressant la transition que tu fais parce que c'est une question que je voulais te poser sur le vin à l'international. Parce que bon, évidemment, le vin français à l'international, il n'y a pas de sujet, c'est vendeur. Mais est-ce que les Français se mettent à consommer de plus en plus de vins étrangers? Alors dire qu'ils en consomment de plus en plus, à l'achat en grande surface, je ne suis pas certain. En même temps, je ne suis pas spécialiste de la grande distribution de vin. Mais est-ce qu'ils sont curieux? Mais la curiosité existe, à mon sens, elle existe dans le CHR, dans le café, hôtel, restaurant. Ouais. Il y a une proposition qui
dans des tas d'établissements, dont le mien, mais qui proposent des vins étrangers. Alors quelques cuvées seulement, mais ça suffit à découvrir des vins différents. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait identifier là sur des choses proches de chez nous, par exemple le Portugal, du vin. Alors, ce qui est difficile parfois sur ces pays-là, c'est que, alors c'est variable, mais il y a des cépages qu'on connaît moins bien. Donc, il n'y a pas 36 solutions, il faudra les goûter et se faire votre idée, ou être avec des professionnels, comme nos sommeliers. Qui passent à côté de nous d'ailleurs. Mais... qui font, vous voyez, la mise en place spécifique de nos bouteilles pour que les gens puissent les goûter au verre. Et celle-là, elle était vide. Ouais, Voilà, une bouteille vide, on la remplace. Et ensuite, jusqu'au centilitre, le client pourra goûter. Donc là, vous avez plutôt des vins blancs. Il fait une petite manip de nettoyage. Et donc, on voit qu'à côté de lui, il y a du Maury qui est magnifique. Janière, c'est de Loire. On a une cuvée à nous, du 5 Wine Bar, qu'on vend d'ailleurs en ligne, mais qui est un Pic Saint-Loup blanc Sauvignon, plutôt assez haut, élevé en relative altitude, qui est assez puissant pour un vin blanc. Et ainsi de suite, des vins. Alors, après, c'est régional aussi, le Clos Santeil, les Deux Clés. Faut compter à peu près quel tarif au verre là, sur ce self-service. Vous avez des verres à 5 €, des verres à 6 €. Et le plus bas est à 3,50 pour notre cuvée. Et ensuite, vous êtes entre 4 et 7 là. Et alors évidemment, on a un vin blanc là-haut qui est un grand Bourgogne blanc qui est plutôt à 30 ou 40 € le verre, quoi. Ouais, donc il y en a pour tout le monde. Exactement, quoi, c'est un peu l'objet. Ouais. Alors on a beaucoup de grands crus, ce qui permet aux gens de goûter un grand cru une fois dans leur vie pour marquer le coup. Oui. Mais on peut goûter les petits vins dont je parlais tout à l'heure à 3-4 €, enfin 4 € oui, le verre maintenant. Et des vins qu'on a découverts et qui sont testés et approuvés. Voilà. Bon, très chouette, effectivement. Je vois toute la manip en direct, c'est intéressant. C'est pour ça que j'aime bien tourner les épisodes oui. Au sein même on est ravis. des invités. Donc toutes ces bouteilles ont été un peu goûtées avant. Quand il va remettre la nouvelle, il l'aura ouverte, tester s'il y a les bouchonnés, bien sûr, et goûter un petit centilitre pour dire c'est bon, elle n'est pas déviante. Alors nous, ici, on a une spécificité, pardon, je te coupe, on met des magnums autant que possible. Alors là, il n'y en a pas beaucoup ici, mais là, il va en mettre un. Parce qu'évidemment, au verre, c'est bien d'avoir un magnum, parce que comme ça dure plus longtemps dans la machine, on change moins souvent. Et puis les vins en magnum, en tout cas pour certains d'entre eux, ça évolue plus lentement en termes de vieillissement. Donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Oui, c'est ce que je voyais, c'est exactement la question que j'allais te poser. Effectivement, il y a un magnum là, qui le manipule, et après on a des bouteilles standard. En 75. Et le magnum, là, alors si je vois bien d'ici, c'est un Roussillon. C'est de Monsieur Piton, Olivier Piton, qui est plutôt un nom assez renommé maintenant, depuis pas mal d'années, de Roussillon. Ouais. En tout cas, c'est une sacrée installation, avec du pneumatique. Alors voilà, mais ça fonctionne avec un gaz qui n'est pas mauvais pour à la fois la santé et la planète, puisque c'est une petite bouteille de gaz argon, qui est donc un truc très neutre, et qui pousse le vin dans les verres des clients, et qui remplace l'air dans les bouteilles par de l'argon, ce qui fait que le vin ne vieillit pas. Une fois la bouteille ouverte, il ne s'abîme pas, très lentement. Très, très intéressant. Je vais y venir me déguster du blanc. Mais avec plaisir. Est-ce que on va parler un peu de business. Oui. J'ai cru voir que tu avais envie en tout cas pas envie, mais tu avais amorcé de franchiser le concept. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, d'abord, c'était une idée qu'on avait en tête depuis le début, moi, au moment de la reprise, et même l'ancien propriétaire, on en avait un peu parlé. Voilà, c'était évident que, comme ça s'y prête sans doute. Ensuite, il y a eu le fait que je recevais une fois par mois un candidat par mail qui me disait ça m'intéresserait d'avoir un bar comme le vôtre. Ensuite, il y a eu évidemment le Covid, et pendant le Covid, à ma grande surprise, j'ai eu 3-4 mails par mois. Ah ouais. Accélération là-dessus. Les gens qui cherchaient à se réinventer un peu. Exactement, tout ce qu'on entend sur les gens qui en avaient marre du boulot classique et qui veulent refaire leur vie. Et donc je me suis dit, il faut que je m'en occupe. Et donc j'ai payé à grand renfort d'euros des consultants spécialisés. On a bien avancé le dossier, il est tout prêt, tout ficelé. Et donc maintenant, on passe à la partie où il faut trouver des investisseurs. Donc s'il y en a qui nous écoutent, qui veulent changer de vie ou faire un bel investissement. Alors, c'est pas pour Toulouse, puisqu'on considère pour l'instant dans le modèle qu'un par grande ville peut suffire, sauf à Paris sans doute. Mais voilà, dans d'autres grandes villes de France, on est preneur de candidatures. Et nous, on a quelques candidats qui ont commencé un peu là le boulot. Là, depuis 2 mois, ils commencent à chercher leur local, à faire les premières démarches bancaires. Voilà.
Il y a déjà un premier contrat de franchise qui a été signé ou pas encore? Alors non, on a une réservation de franchise, une réservation de zone. Voilà, un Bordelais. Okay. Et on devrait signer une deuxième réservation de zone à Paris, pour une partie de Paris, avec quelqu'un qui a déjà eu, qui est en couple, mais dont la dame est une sommelière, donc très bien. Donc on a Bordeaux, Paris, et on a 2 candidats pour l'étranger. Ok, chouette. Et là, ça paraît à la fois c'est lointain et fascinant, mais en même temps, ça paraît plus facile, vu les conditions de l'argent en France. Et les banques prêtent sans doute un peu moins facilement, etc. Ouais. Voilà. On a des candidats dans des zones comme le Moyen-Orient riche. Voilà. Et sans doute quelqu'un alors qui est toulousain, mais qui est dans un métier proche, entre le luxe, les antiquités, les choses comme ça, et qui aime le vin et qui veut faire la même chose dans une très grande ville, une mégapole sud-est asiatique. Ah oui. Parce qu'il est de là-bas. Voilà. Alors il ne sait pas encore, c'est Bangkok, Singapour, ce type de ville, quoi. Il y a certainement des ouvertures en Amérique du Nord, j'imagine aussi, qui sont alors avec des difficultés locales, hein. Contrairement à ce qu'on pense, nos amis américains ultra-libéraux sont beaucoup plus protectionnistes que beaucoup de gens. Donc c'est compliqué. On avait un candidat, mais il a un peu mis le holà, il fait autre chose. Il était sur Brooklyn, évidemment, c'est tendance à New York, Brooklyn. Et il aurait pu s'y mettre. Mais là, je pense qu'il s'est mis un peu tranquillement à faire autrement et autre chose. Donc je ne suis pas sûr qu'il aille au bout. Mais évidemment, à New York, le potentiel est encore gigantesque. En bar à vin, j'ai étudié la question, d'ailleurs, avec des gens comme Sud de France, qui est la marque des produits du sud de la France, Oui. qui est aidée par la région. Ils ont 2 petits représentants, pas petits d'ailleurs, mais des jeunes diplômés qui sont installés à New York et qui aident concrètement les gens. Donc j'ai fait les premières démarches pour trouver un local, pour avoir un expert comptable, avoir un agent immobilier dans Manhattan. Ah ouais. Donc ça, c'est faisable. Par contre, après, pour avoir un prêt bancaire aux États-Unis, il ne faut pas y compter au début. Il faut venir avec ses sous, propre, ou en venant avec un crédit français. Ouais. Compliqué. Il y a déjà une barrière à l'entrée. Ouais. Voilà. Et des prix, tout est évidemment affreusement cher. Même le personnel dont on dit que c'est un peu moins coûteux que chez nous, c'est moyennement vrai. Voilà. Et Montréal, qui est souvent une première porte d'entrée pour les Français qui s'exportent. Alors j'ai des contacts, parce que j'ai la chance d'avoir de bons amis qui viennent, il y a 1 an, d'y partir pour le boulot. Et par ailleurs, j'ai reçu récemment 2 journalistes de Montréal, de Québec même, de Québec-Ville, qui sont dans le vin. Et j'ai un autre contact qui est un viticulteur. Il y a un type qui fait du vin, qui laisse geler le raisin. Mais donc c'est des vins qui se font vin de glace. Voilà, des vins de glace qui sont un peu dans l'est de la France ou en Allemagne. Ouais. Et alors c'est situé. Ma géographie n'est pas parfaite du Québec, mais c'est au sud-ouest de Montréal quand on va vers le Canada, mais quand on va vers les Grands Lacs, quoi. Ouais, d'accord. Okay. Voilà. Moi, j'ai vécu 5 ans à Montréal, donc je connais bien le sujet. Exactement. Et donc, c'est tout à fait faisable, effectivement. Et le vin, en plus, là-bas, étant quand même beaucoup moins démocratisé, dans le sens où tu dois l'acheter à la SAQ, qui est un organisme d'État. Exactement, c'est l'organisme d'État. Très taxé et autres. Donc, c'est vrai que peut-être que les gens ont quand même un accès moins facile. Donc, peut-être leur mettre... D'ailleurs, les restos là-bas ont des concepts apportez votre vin. Oui. Donc, puisque ça leur coûte peut-être trop cher aussi au restaurant des fois d'avoir une carte de vin. Il y a plein de choses liées aux taxes d'une part et au type de distribution d'autre part qui font que même aux États-Unis c'est un peu compliqué, puisque a priori on peut pas importer aux États-Unis facilement beaucoup de vin et en même temps beaucoup de produits du terroir. Donc il faut choisir l'un des deux. Il faut avoir une autre société qui fait l'autre partie. Il y a des taxes quand même. Bon, en tout cas, plein de projets. Plein de projets, ça c'est chouette. Philippe, du coup, si des gens nous écoutent, qui ont envie d'une reconversion, amateurs de vin, passionnés par le vin, peut-être qu'à la place d'ouvrir une cave, vous pouvez ouvrir aussi un bar à vin. Un wine bar, exactement. Un wine bar, ouais, tout à fait. Bon, 1300 vins à la carte, ça doit faire quand même un sacré budget d'implantation. Précisément, on ne demande pas ça dans le concept. Ouais. Le concept qu'on a écrit, c'est 500. Ok. 250 au début. Et au bout d'un an et demi, 500. Mais tu as combien du coup pour démarrer de bouteilles en stock Si vous avez 250 cuvées différentes et que vous prenez, on va dire en moyenne 6 bouteilles de chaque, ça fait 1500 bouteilles. Ouais, okay. Et comme c'est des vins pas très chers à l'achat, on parle d'un truc qui est faisable
pour 20 000 ou 30 000 euros de stock de Ouais, départ, ok. ce qui n'est Ok. pas affreux non plus. Ok. C'est un investissement, mais pas gigantesque. Bon, très chouette. Si je décide que je prends le temps de réactiver mon podcast sur les voies de la franchise, parce que pour ceux qui ne on en savent pas, reparlera volontiers. Voilà. J'ai un autre podcast qui s'appelle Les Voix de la franchise, sur lequel je reçois tout plein d'acteurs autour de la franchise. Enfin, je recevais malheureusement. Je serais ravi de refaire un épisode avec toi sur Volontiers. ce sujet-là précisément. Bon, merci Philippe. Est-ce que tu veux ajouter des choses avant qu'on se quitte sur Écoutez, ce sujet passionnant si vous passez par Toulouse, venez nous voir évidemment. On a besoin de vous de toute façon, comme tous les commerçants. Et puis buvez du bon vin si vous pouvez, pour goûter une petite quantité plutôt que des choses en volume. Même si une fois de temps en temps, j'imagine qu'on se fait plaisir, on peut se faire plaisir avec la qualité. Merci beaucoup pour Merci ces à toi, derniers mots. À très vite tout le monde, merci encore d'être là. À dimanche pour la prochaine capsule en solo et à mercredi prochain pour l'épisode avec un invité toujours aussi passionnant. Et n'oubliez pas de laisser un avis, évidemment, rédiger un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, là où vous le pouvez. Parler de cet épisode avec Philippe à tous vos amis amateurs de vin, et même pas amateurs de vin, mais juste amateurs des sujets d'investissement. En tout cas, moi qui ne suis pas amateur de vin, en tout cas je ne suis pas né comme ça, ça m'a passionné. Voilà, merci à tous encore d'être là. À très bientôt. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.